Une plongée dans les résultats sportifs du Sénonais, un focus sur un club, une interview, le lundi sport. Eh ben écoute, pour le moment, il y a deux jonquières de Chartres qui est tout seul, qui a emmené dans sa roue Henri Jumeau, le coureur de Peltrax. Et j'ai vu justement, c'est un coureur de Toussy qui fait l'effort pour rentrer de derrière. Sinon, et là, ça pourrait changer la course parce que Joanne de Jonquière, c'est le seul coureur de Chartres derrière. Il a un coureur de la team Peltrax qui possède 10 équipiers dans le peloton. Le peloton qui est quoi? Allez, à 10 secondes, on peut le dire. Voilà, 10 secondes, mais après, faut voir de l'autre côté comment. Alors, est-ce que le coureur de Peltrax et de Toussy vont vouloir collaborer puisqu'ils ont des équipiers derrière? Qui sont les leaders attitrés de ces deux équipes? Eh ben écoutez, il y a du côté de la team Peltrax, il y a plusieurs coureurs qui peuvent se mettre en évidence, comme Bastien Devido, qui est en plus un coureur qui est un donateur sur ce prix, puisque c'est un coureur de haut niveau et il est à son compte et grâce à sa société, il a pu nous sponsoriser pour ce prix. Du coup, Eddie Bèvre a un regard biaisé. Non, c'est quelqu'un. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelqu'un d'appliqué de grande classe, peut-être. Il avait comme on dit dans le jargon, pardon, de passé professionnel, et il y a d'autres choses de la vie qu'on fait et il s'est relancé depuis quelques années. Et là, il est en première catégorie. Et il fait des places au niveau de la Coupe de France de DN2. Donc c'est un très très bon coureur. Après, il y a Alexandre Riguer et Henri Jumeau aussi qui sont en forme actuellement du côté du team Peltrax. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas sûr que Henri Jumeau devant collabore avec De Jonquière. Et on a un sprint, voilà. Eddie, avec encore De Jonquière qui passe. Ah ouais, avec autorité. Hein. Avec autorité alors qu'il a été rejoint par voilà, et derrière ça va rentrer. Voilà. Et donc c'est Mathieu Bochot qui fait 2 secondes sur cette prime. Voilà, et vous voyez Peltrax qui roule derrière en équipe, comme le peloton professionnel en relais pour essayer de ramener le reste de la troupe. Ce qui fait que le coureur de Peltrax qui a actuellement échappé avec De Jonquière. Loïc Forestier pour le cours de la formation de Vélosport des Vernets-Morvan avec Eddie. Voilà, je vais faire un petit peu d'humour. C'est un petit peu la 7e compagnie qui fait la tenaille. Voilà, c'est un petit peu ça. Stratégie cycliste. Voilà. Avec cette fois-ci donc un tour qui a été plus rapide. On a roulé en 2,40 et on va remettre les compteurs à 0 pour être sûr. Alors nous on a un coup de cœur, Amine. Oui. Et malheureusement donc il est largué, si on peut s'exprimer ainsi. Il s'agit de notre ami Monsieur Meunier. Et nous allons. Oui, le problème c'est que Christophe, déjà il nous a fait la gentillesse d'être au départ, mais il est 5 catégories en dessous des premières catégories. Donc rappelons quand même ancien joueur rugby, rugby club Sénonais. Ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est déjà chapeau de sa part. Chapeau bas. Voilà, mais bon au départ, il est venu me glisser dans l'oreille. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai fait écoute, essaye de te faire plaisir avec des super coureurs. Bon, maintenant, quand il y a le cœur à 200 pulsations, peut-être qu'il pense pas au plaisir. Alors pourquoi c'est notre chouchou, on va le dire. Christophe Meunier, c'était quand même l'ouvreur du rugby club sénonais. Il a été rugbyman, c'est sa première vie sportive au niveau amateur, et puis il a eu une retraite il y a 2 ans en matière de rugby. En tout cas, avec le RC Sénonais, il a raccroché et il s'est reconverti au vélo avec le vélo club sénonais. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, il a participé à quelques entraînements de l'AC Saltusien cet hiver. C'est quelqu'un de super gentil, super sympa, et puis dévoué. Je crois qu'il était consultant rugby au niveau du lundi sport. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui donne de sa personne. C'est le profil type de la personne qui est vraiment modèle, qui va être irréprochable par rapport à son investissement dans le cyclisme. On en a grandement besoin de profil. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a rafraîchissant quand je cause avec lui. C'est la culture du rugby qui l'amène, le côté un petit peu convivial qu'on a tendance à perdre un petit peu dans le vélo. Ou dès les cadets, on essaye de professionnaliser un petit peu la chose. Et c'est vrai que c'est quelqu'un. Voilà, Henri Jumeau était sorti tout seul. Il est seul. Henri Jumeau était sorti tout seul. Et ça roule vite. Voilà, victorieux il y a quelques 2 semaines. 2 minutes 25 sur le tour. C'est fulgurant. Voilà. Donc là, vous voyez, les coureurs ont besoin de souffler. Là, ça se regroupe un petit peu. Le circuit est exigeant, donc ils ont vraiment besoin de souffler dans le peloton. Là, on est à peu près à quel niveau de la course, Eddy? On doit pas être loin de la mi-course. D'accord. Pas être loin de la mi-course, mais voilà, on devrait finir autour des 21h, 70 km. Ça va être très relevé, très compliqué. On est encore loin, en tout cas, d'avoir la physionomie finale de cette course. Mais quand on a quelqu'un comme De Jonquière qui est sorti
parti qui se fait rattraper, peut-on dire que c'est fini? En fait, c'est Henri Jumeau qui est sorti. Donc là, justement, De Joncker, il va falloir qu'il attende que Toussy fasse l'effort de revenir. Est-ce qu'ils en ont encore les moyens, puisqu'ils ont déjà roulé un petit peu tout à l'heure? On avait eu une première échappée avec notamment, en effet, Damien Gazu pour le club de Toussy, qui était sorti très tôt, qui avait fait d'ailleurs le premier sprint. Et d'ailleurs, charge à nous aussi de réussir à compiler rapidement et en temps réel le classement de ces maillots verts. Ce maillot qui va être décerné à la fin de la compétition. Alors, laissez bien Georges Belair, ceci pour le on parlait brièvement tout à l'heure. Edith, je pourrais être plus explicite encore sur l'implication des Belair dans le cyclisme iconais, le fait que ça roule de génération en génération. Voilà, donc en fait, comme sur l'affiche qu'on vous a déposée au Lundi Sport, et donc en fond d'écran, d'affiche, c'est Georges Belair, donc avec l'un de ses maillots typés, classés de l'époque. Et donc cette photo est prise. Alors, ça remonte pas d'aujourd'hui, c'était sa victoire à Paris-Sens, puisqu'il y avait une classique Paris-Sens dans les années 60. Donc il était pris en photo sur celle-ci. Et on a voulu marquer le coup sur l'affiche en le mettant en fond. Et j'ai fait l'affiche, j'ai essayé de mettre en lucarne son petit-fils et son fils, puisqu'Olivier court sous les couleurs de l'Avenir Cycliste Saltusien en départemental. Et son fils est au Team Peltrax. Et bon, là il a arrêté parce que ça roulait très vite, il avait des petits soucis pour bien respirer. Et donc oui, Olivier, le fils de Georges, était très impliqué, très investi pour ce souvenir. Et en plus c'est sur sa commune. Donc Olivier habite dans le dernier virage avant l'arrivée. L'écart se creuse, Eddy. Voilà, donc Henri Jumeau va prendre de l'avance sur le classement par points. Voilà, et là on peut s'apercevoir donc c'est Bastien Devido du Team Peltrax qui est en train de revenir sur son équipier. 6 secondes d'écart entre les deux équipiers, et derrière on est très attentif sur le peloton qui arrive, qui vient de franchir ce dernier virage. C'est Tom Dembol qui sort de l'AC Byzantine. Donc le monsieur est tout simplement 3e du championnat d'Australie professionnel contre la montre. Un bon rouleur au pays des rouleurs en plus. Les Australiens ont une vraie culture du cyclisme sur piste. Les profils de rouleurs vraiment forts sur les contre-la-montre et les sprinteurs. On s'y connaît en Australie, c'est même ce qu'on sait faire de mieux. Ah, tout à fait. Et lui, c'est vraiment, c'est le premier amateur donc en Australie sur ce contre-la-montre. Il a été battu par Richie Porte et Juan Denis. Qui porte actuellement sur le Dauphiné libéré et qui va être l'un des grands bonhommes du Tour de France très certainement. Et Juan Denis, je crois qu'il a eu le record de l'heure, il me semble. Peut-être bien. Donc donc c'est un grand bonhomme. En tout cas 20 secondes d'écart entre le peloton et les deux hommes de tête. Et il devrait y avoir un regroupement. 2 hommes du Team Peltrax. Alors là, on s'est cuit. Tout à fait, ça peut faire pencher la balance, puisque Henri est sur le point d'être rejoint par Bastien Devido. Bastien Devido, c'est un extrêmement bon rouleur. Il est motivé puisqu'il est ami avec la famille Belair, il est donateur. Donc je pense que là c'est sûrement un tournant de la course. La prophétie d'Eddy Bèvre est en train de se réaliser très certainement. Et il y a de ce fait une stratégie avec la Team Peltrax qui va pouvoir au sein du peloton laisser le Vélo Club de Toussy rouler et faire l'effort. Ça va être à eux de prendre la course en main derrière pour faire la jonction. Il y avait 20 secondes au cours du dernier tour. Et là on va se rapprocher. On attend les coureurs d'ici une vingtaine de secondes. Alors qu'on a un abandon du côté de la Team Peltrax. Justement deux abandons à l'heure actuelle. Eddy va tenter de nous les ramener pour qu'on puisse avoir justement leur réaction à chaud. On est ici à Étigny si vous nous rejoignez pour Radio Stoliac, la radio locale du Sénonais. Il est 20h27 et nous commentons en direct le prix de la municipalité d'Étigny, le prix souvenir Georges Belair, une course semi-nocturne avec une course qui devrait pouvoir s'achever dans les prochaines secondes alors qu'on est rejoint Eddy par un coureur. Voilà, Florian Denéa, donc donateur aussi pour ce prix, et beau-frère de Bastien Devido. Donc du coup Florian, on va voir Bastien Devido normalement sous nos yeux. Et en tête logiquement. Donc là c'est Henri Jumeau qui est toujours devant et il y a Bastien qui est juste derrière. Un tour en 2 minutes 40. Et derrière en plus on s'achemine vers un trio.
pour la formation de l'équipe Peltrax. Ce parcours, tu as été un donateur pour qu'on organise cette épreuve. Donne-moi quelques indices quelques conseils sur ce parcours. Bah, on a fait une organisation avec Olivier Belair et puis Eddy BF, donc c'est une première. On m'a demandé de sponsoriser, j'ai accepté. J'ai dit que je participais à la course, mais je suis actuellement en train de refaire ma maison, donc c'est un petit peu compliqué. On peut pas tout faire malheureusement, donc voilà, il y a le beau-frère qui est en train de nous représenter, qui a sponsorisé aussi, donc j'espère qu'on va gagner et voilà, on est là pour ça. Ah, c'est un parcours qui est très dur, qui est très sélectif et ça va être un circuit pour un gros moteur, on va dire. Au sein de votre équipe, du coup, vous sentez que le duo qui vient de partir peut aller au bout? Ah oui, je pense qu'ils vont ils peuvent faire quelque chose. Ouais. Henri vient de triompher il y a quelques jours ou la semaine dernière, je crois. Donc, même si c'est en deuxième catégorie, il a le moral et il a les jambes pour pouvoir triompher, même en première catégorie ici. Hein. Ah bah oui, Henri, on sait qu'il est quand même très fort. C'est pareil, Bastien, c'est un guerrier, hein, il est toujours à l'avant. Tous les deux, ils vont s'entendre. Hein. La Peltrax, on a une force pour ça, c'est que c'est un coup à toi, un coup à moi. Donc voilà, c'est. Mais le peloton n'a pas dit son dernier mot parce que l'écart s'est légèrement resserré au dernier tour avec 16 secondes entre les deux hommes de tête et le peloton. Mais bon, un troisième homme pourrait faire la jonction. Toujours Team Peltrax, ça va se transformer finalement contre la montre par équipe, tout ça. Bah pourquoi pas. Après la semaine dernière, je crois qu'ils ont fait la même chose sur une course, donc ils ont l'air de bien s'entendre. Voilà, et puis il y a une dynamique puisque cette semaine Clément Pata Nocturne Paris 14, ouais. Voilà, a gagné sur la Nocturne Paris 14. Donc il y a une dynamique qui s'instaure au sein du team, cher à José Guer. Voilà, attention avec, je rappelle alors avec la voiture qui arrive, nouvelle prime. Toujours Henri Jumeau devant. Il est seul. C'est pas lui. Non. C'est pas lui. Ah. La voiture a pris de l'avance. De loin, j'avais reconnu son vélo avec une belle couleur. Voilà, il y a eu un groupement et il y a un coureur de Toussy qui est rentré. Et ça change tout, mais s'il est rentré, c'est qu'il a quand même pu reprendre plus de 10 secondes sur le tour. Un homme fort. À n'en pas douter. Alors la prime, ils vont pas la jouer. Voilà, donc ils sont tous à bloc. Il y a Damien Gazu. Avec, et il y a toujours Damien Bastien Gazu. en contre-attaque. Bastien de Vido en contre-attaque. Et voilà, 10 balles de Besançon, donc on en causait tout à l'heure, un superbe rouleur, troisième des championnats d'Australie Pro, qui est en train de rouler derrière, puisque... 35, Damien Gazu pour le. Je sais pas, je crois qu'il a un tour, Damien. Je crois qu'il a un tour. Voilà. C'est délicat dans ces épreuves. Et voilà, sur des petits circuits, justement, c'est un circuit rapide, les virages se prennent extrêmement vite. Ah oui, il n'y a aucune difficulté, le circuit est très joli, ça revient vite, la bosse revient assez vite, donc c'est ça qui fait que la course va être très très dure. Bon, on va dire qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, tu avais triomphé à Paris-Laurel-Bocage, c'était en superbe forme. C'est un circuit en grande forme qui t'aurait vraiment convenu, en plus avec ta super pointe de vitesse, ça aurait pu le faire. Ah oui, ça c'est des circuits que j'affectionne, voilà, là je sais que ça fait un mois, j'ai plus le temps de rouler, donc il n'y a pas de mystère, hein. Je sais, voilà, c'est ma 20e licence, hein, donc on a fait 10 ans en première, et voilà, maintenant c'est un petit peu plus dur. Oui. Voilà, qui était un petit peu en difficulté dès le départ. Est-ce que tu as accusé le départ? C'est parti très vite? Ah oui, c'est parti super vite. Honnêtement, je suis arrivé 1h30 en avance pour chauffer justement parce que je sais comment se passent les nocturnes. Donc oui, c'est parti très très vite et c'est vrai que ça a fait mal d'entrée de jeu. Écoute Flo, je te remercie pour l'interview. Je vais te laisser te changer puis on se retrouve pour la troisième mi-temps tout à l'heure. Merci à vous. Ciao. Je te remercie. Voilà, l'analyse de Florian a été bonne. Circuit rapide et dur. En fait, même dans les virages, il n'y a pas moyen de récupérer puisque tout se fait vite, très vite même. Donc voilà pourquoi il y a des coureurs qui se font doubler. La cadence est infernale. Les différences de catégories se font vraiment sentir finalement sur ce circuit. On voit quand même pas mal de coureurs en effet qui rendent un peu l'âme et qui vont finir à la main, à leur main le parcours. Qui devrait arriver dans quelques minutes après les meilleurs. Cette team Peltrax, pour que vous puissiez un peu les distinguer, sont un maillot typé Saxo.
Ancienne, hein, il y a quoi 4-5 ans, le maillot où Alberto Contador tentait de gagner le tour contre l'Armada de la Sky. Et maintenant, regroupement. Et c'est un coureur de Toussy qui est parti. Et c'est Tom Le Gall. Tom Le Gall ou Daniel Gazou? Tom Le Gall. Voilà, donc rebondissement, la course est relancée. Donc voilà, c'est vraiment une superbe épreuve, c'est palpitant. Faut pas s'absenter, hein, parce que quand on manque une minute ou un tour ou deux tours, on comprend plus. Hein, parce que l'échappée tout à l'heure était à plus de 25 secondes quand même. Hein, il y a à peine 3 tours. C'est ça. Et en moins de 5-6 km, on arrive à remonter. Quand il y a des associations entre coureurs individuels ou une équipe qui se met à rouler, ça fait quand même penser au Tour de France. Ça fait penser au Tour de France et les écarts peuvent être vite rebouchés. Et on arrive à se parler avec cette vitesse-là malgré tout. Ouais, parce que c'est des coureurs très aguerris, ils ont l'habitude. Et puis c'est des signes, Amine. C'est des coups d'œil. Un coureur prenne le relais, on va faire un petit signe du coude. Si on voit qu'il ne prend pas le relais, justement, on va pas trop jouer le jeu parce que c'est pareil, chacun doit courir un peu à l'économie, conserver ses forces. On ne peut pas se permettre de jeter toutes ses forces sur la bataille en un seul coup, car il peut toujours y avoir une opportunité de victoire qui se maintient derrière. En tout cas, cette course n'est pas près de dire son dernier mot. Et on a, Amine, un regroupement général quasiment. De cette épreuve où on rappelle, il y a 41 Dossard à l'entrée de la course. Bon, alors, on va poursuivre le commentaire. Alors. Georges Belair, le souvenir. Georges Belair, nous sommes ici. Donc, 40 fois chaque tour, une prime pour les coureurs, ce qui fait qu'on a des sprints de bonification. On va peut-être juste profiter. On va juste profiter peut-être de 2 minutes pour parler de ce qu'il y a eu avant, parce qu'il y a eu quand même des jeunes avant, et notamment une Noéline Bèvre qui a couru. C'était sur les coups de 17h30. Elle n'était pas en forme et elle a perdu. Exact. Non, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas en forme. Elle est à sa place. Les 4 coureurs de devant ont été plus forts. J'ai été surpris qu'elle s'est accrochée au début. Elle est revenue. Elle a fait un petit peu d'effort. Mais bon, voilà, face aux garçons, c'est pas toujours évident. Elle s'entraîne pas beaucoup et déjà à cet âge-là, ça se sent. Alors rappelons que c'était la seule fille quand même de la course. Hein. Nouveau rebondissement, il y a une petite blessure avec ce peloton qui vraiment voilà. Donc là, donc en deuxième position, on va voir passer Loïc Forestier. Donc pour moi, j'avais coché ce nom, c'était mon favori en fait, pour tout vous dire. Loïc Forestier, coureur individuel du Vélo Club Nivernais-Morvan. Voilà. Et il a triomphé plusieurs fois. C'est le champion de Nièvre en titre. Et c'est un très très beau coureur et vu que c'est le seul premier KT de son club sur l'ensemble de l'année, il a l'habitude de travailler tout seul contre des grosses équipes. Et voilà pourquoi c'était mon favori sur ce circuit physique qui convient parfaitement. Sur ce genre de registre, il peut peser. C'est un cyclocrossman hiver. D'accord. Donc on en revient à nos commentaires de tout à l'heure. Alors, on va profiter de tout à l'heure et de cette course des jeunes. Donc, on a été surpris aussi de voir que notre autre chouchou, Kaïs Bekada, a été battu. Il a été battu au sprint alors qu'il menait. C'est là où on voit qu'il fait tout petit quand même par rapport aux autres coureurs qu'il y avait. Nous, on avait l'habitude de le voir au studio. Il faisait déjà petit. Et là, on va pouvoir accueillir Lionel Terrasson, monsieur le maire. Il va falloir qu'on lui fasse un peu de signe. On va profiter de l'arrivée de Lionel Terrasson, donc maire d'Étigny. Bonsoir. Bonsoir. Et merci donc à Radio Stolac d'assurer un direct. On est encore en direct. Ouais, on est chez moi, ça y est enfin. non, on est chez moi ou chez nous. On est chez nous, oui. Alors une course cycliste dans sa commune, c'est bien. Oui, c'est très bien, oui, belle satisfaction, donc avec effectivement le souvenir de quelqu'un qui a beaucoup compté dans le vélo et dont le fiston et les petits-enfants, enfin Héloïse donc, et Maxime assurent, j'allais dire, le suivi maintenant. Donc oui, très 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 sympa, une belle réussite, quoi. On a la chance que le beau temps soit avec nous. Ce qui est quand même super important pour ce genre d'activité. Puis voilà, le public, je pense, a répondu nombreux. Et au niveau des coureurs, oui, on a visiblement, enfin, ça se voit une belle qualité donc d'engagés. Donc ouais, c'est très très sympa. On sent à travers ces mots que vous êtes sensible au cyclisme. Oui, alors j'allais dire, oui, pour mon fils, disons, on a fait pendant 1 an. Mais au-delà de ça, oui, j'aime bien le cyclisme. Ça me fait comme tous les sports rêver, quoi. Et je veux dire, au-delà de ce qu'on peut en voir à la télé haute, où des fois on se demande, on dit, mais ils vont vraiment très vite. On se rend compte là.
ça, bon, pour c'est plus des amateurs, hein, pour certains c'est sans doute des futurs pros. On se rend compte vraiment de la qualité et du beau spectacle qui nous est proposé, quoi. Ces coureurs d'antan qui nous ont fait rêver. Tout à fait. Alors si je dis Poupou, ça va faire vieux jeu. non, c'était plus le blaireau pour ceux qui connaissent. Bernard Hinault. J'étais assez fan de Bernard Hinault, oui, tout à fait. Même si j'ai pas du tout d'origine bretonne, mais oui, j'aimais beaucoup Bernard Hinault et son orgueil qui, pour moi, était bien placé parce qu'il lui a sans doute permis de gagner beaucoup de courses, quoi. Eddy, la course, un regroupement. Ouais, un regroupement emmené par un coureur de Chartres, je crois. Donc que des rebondissements. Franchement, c'est moi en tant qu'amoureux du vélo, c'est une superbe épreuve. Même si c'est vrai qu'on est parti pris, faut avouer que franchement, il y a du monde sur le bord de la route. Lionel, je pense que ça fait plaisir. Hein. Oui, ça fait plaisir. Je suis d'autant plus satisfait effectivement d'avoir répondu avec satisfaction aux demandes donc d'Eddy et d'Olivier d'organiser cette course. Oui, quoi qu'on en dise, les administrés ont effectivement vu qu'il y a quelque chose qui se passe chez eux et la réussite de ce soir le montre, quoi. Très très satisfait. C'est fait pour les villages. Exactement, tout à fait. Ouais, puis pour une petite course de village, l'implantation est bien faite pour nous. La ligne d'arrivée, on a réussi nous à mettre 2 podiums, l'arche. Il y a la buvette de l'autre côté, ça fait vraiment course de clocher à l'ancienne. La mairie en plus a tout tondu partout, c'est superbe. Les gens peuvent se promener sur l'ensemble du circuit puisque la commune a fait le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'herbe haute et pas gêner les coureurs. Donc vraiment et en plus on a la météo avec nous et Radio Stoliac, donc que demander de plus. Ils sont réunis, tout le monde est heureux. Merci beaucoup Lionel Terrasson. Un petit favori comme ça au hasard. Non, j'allais dire malheureusement le local de l'étape a perdu, donc je vais vraiment le faire au hasard. Allez. Attention, il y a une prime quand même à l'arrivée si vous avez. Il y a une prime, d'accord. Hein. Allez, on va dire sur un certain jumeau. Ils sont 2 comme ça, et sans jeu de mots, ils sont 2 comme ça, j'ai 2 chances de gagner. Il met ses chances et toutes ses billes sur les jumeaux. Bonne chance à vous, en tout cas Lionel Terrasson. Et on fera les comptes. Hein. Il y a Louis Jumeau et Henri Jumeau. Voilà, tout à fait. Trax, avec Henri en première ça lui donne 2 chances à monsieur le maire. Hein, Exactement. Ouais. Merci beaucoup, on se retrouvera sans doute tout à l'heure après l'arrivée, monsieur le maire. Merci. Ça marche, avec grand plaisir. Merci à vous. À bientôt. Finalement, on pense même que l'échappée à peu près du 10e tour allait régler la course, et non, regroupement. On pensait en effet à un scénario qui était cuit dans le bec, avec en effet un écart sur un circuit d'un kilomètre. Ça doit être divé. Là d'ailleurs, la voiture rose qui arrive, on voit derrière ce dernier virage qui est franchi par les coureurs de tête. Avec un coureur sur devant, on va attendre qu'il arrive bien en visuel pour vous donner son identité. Hop là, 3. Non. Alors, c'est délicat. C'est compliqué. Voilà, c'est pour le classement par points là. Hein. C'est compliqué, oui. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a Léon Dumay. Léon Dumay, c'est un coureur du Sénonais. Vous ne le connaissiez pas, puisqu'on a beaucoup interviewé Nicolas à Toulouse sur l'Indisport. Et il est jeune, et il est parti rapidement à Dijon, alors qu'il est du Sénonais. Voilà, il habite Compigny. Qui a un rapport avec les moulins Dumay, le pâtissier, pas du tout. Dumay, c'est pas le même. Par contre, quand il pédale, il envoie de l'air aussi. C'est le CR36, en tout cas, il court pour le SCO Dijon, l'un des gros clubs au niveau de la région. Ah, tout à fait, c'est le plus gros club bourguignon. Et en parlant de club d'EDN, d'ici quelques minutes, nous allons accueillir le directeur sportif du Vélo Club de Toussy de l'ADN et le directeur sportif de l'équipe junior de... On va Caïs Bécada et Noéline Bèvre qui passent devant nous. Junior de Toussy aussi. Bah tiens, on va pouvoir les interviewer tous les deux. On les avait accueillis. Caïs, Noéline. Alors, on les a appelés quand ils se reposaient tranquillement. Noéline est en train de manger une part de flan. Le régime du cycliste. Voilà. Alors, ils sont en train de parlementer. Alors, on va accueillir Caïs Bécada. Alors, cette course, 2e, déçu ? Non, je suis assez content de ma course parce que devant, c'est un Benjamin 2, il a 1 an de plus. Du coup, Mais un tour avant l'arrivée, tu étais en tête. Ouais, et il m'a rattrapé dans la côte et
quand je l'ai vu, je me suis dit je vais attendre un peu et ça va peut-être se jouer au sprint. Et ça s'est joué au sprint et je fais 2. Cette course, comment tu l'as trouvé? Ce circuit, comment tu l'as trouvé? Le circuit, il était très bien. Il y avait de la côte, du plat et de la descente. Du coup, il était super bien. Donc un circuit complet. Une montée, du plat, une descente, c'était parfait. Alors Nono, c'était dur face aux garçons, face à Caïs et Mathis. Oui. Ça roulait vite. Oui. Et Nono qui était donc la seule fille qui a bien démarré parce que tu étais quand même accroché au peloton de tête. Et puis après Oui, mais après j'ai décroché, je suis revenu, mais ça a été très dur. Et après j'ai recraqué et j'arrivais pas à revenir. Et quand c'est comme ça, on se dit j'essaie de remonter ou je m'épuise pas trop pour garder mes forces. Je les avais pas en point de mire, donc je faisais plus trop d'efforts. Après je roulais. C'est formidable. Voilà, c'est ton papa te poser une question? Eh ben écoute, moi c'est même pas une question. Vous voyez ce qu'on voit là, ils ont pas le même maillot. Et une fois que la course est finie, ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, et c'est ça le sport. Bravo Caïs Bekada, bravo Noéline Bèvre. Et merci d'être venu au micro de Radio Stoliac. Alors que la course évolue encore, on a un groupe de 5 coureurs en tête. Le peloton est à 15 secondes, Eddy. Voilà, exactement. Et on a pu s'apercevoir que devant, il y avait Corentin Farama, un ancien sociétaire de l'Avenir Cycliste Saltusien, qui est en 3e catégorie. Pour lui de pouvoir jouer les coudes avec les premières catégories. Tout à fait. Il est en très grande forme puisqu'il a déjà remporté 2 épreuves cette saison et il va monter en 2e catégorie. Bien sûr, une nocturne tout plat, c'était pas du tout pour lui. Et là, la bosse, c'est quelqu'un qui récupère très vite de ses efforts. Et je salue des amis et aussi donateurs pour que cette course puisse voir le jour. Voilà. Et donc oui, Corentin, c'est ce genre de parcours qu'il affectionne. Les émissions des flashs pour le sport. Alors, maintenant, voilà, il y a alors le qu'on est annoncé par notre Daniel, ça nous perturbe un petit peu. C'est vrai. On l'écoute, on le regarde, on est suspendu à ses lèvres parce que lui aussi voit la course même un peu mieux que nous par rapport à la physionomie. Il y a des coureurs qui sont pris un tour, voire 2 tours. On le rappelle, sur un circuit exigeant de 1 km 73. Et on a eu, lors du dernier passage ici, devant la ligne d'arrivée, un groupe de 5 coureurs, le peloton à 15 secondes. Mais on a très bien remarqué dernièrement que c'était très compliqué, que c'était une course où finalement on pouvait reboucher 20 secondes en un rien de temps. Et ce sera peut-être le cas encore là. Ouais. Évidemment des concurrents qui seront distingués sur cette 21e édition du Après-Mérique sur la ligne. Et il y a une prime. Il y a une prime sur 3 coureurs. Donc on voit Léon Dumay qui est devant et voilà, c'est encore 2 jonquières qui risquent de faire la prime. Voilà, 2 jonquières. On est attention au chrono, bam. Voilà, alors 2 jonquières, Alexandre Rigueur du Peltrax, Léon Dumay, Corentin Farama et le coureur de Toussy, mais derrière voilà. Un groupe à 7 secondes, 5 coureurs. Et voilà, là on commence à voir des individualités qui sortent. Et derrière à Toussy, on est en train de tenter de faire l'effort. Et là on a Ludovic Mathieu de Saint-Julien-du-Sault qui essaye de faire le forcing. Il travaille aussi à faire des efforts en fonction du circuit qu'il connaît dans 8 jours. 17 secondes d'écart avec le peloton, les 5 hommes forts. On a roulé en 2,33. C'est une moyenne haute, en général 2,35. Des tours les plus de ce circuit. Mais sera pas loin du podium protocolaire dimanche. Et être en plus particulièrement motivé parce que j'imagine qu'il a dû avec Olivier. Et pourquoi pas, ou pourquoi pas faire une compétition sur toutes les organisations de l'Avenir Cycliste Saltusien et on décernerait la plus jolie fille, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est du folklore. En dehors du vélo, voilà, on essaye aussi de créer des événements à côté. Voilà, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Le soleil commence en tout cas à tomber et c'est normalement les choses sérieuses débutent sur ce. Et surtout quand le soleil se couche, le vent diminue aussi. Et ça peut être une donne pour les 5 hommes de tête
qui peut les avantager. En effet, la différence de rythme entre le peloton et les hommes de tête, ça peut favoriser les hommes de tête car derrière, c'est logique, c'est mécanique. Le vent va favoriser un peloton groupé. Tout à fait. Et puis devant, en fait, là, c'est vraiment le bon nombre. Ils sont 5 et ça peut être. Ça peut rouler, ça peut s'entendre. Voilà, si ça s'entend, ça peut rouler très fort. Et vous allez voir que sur la fin de parcours, en première catégorie, les secondes peuvent encore tomber. Contrairement à ma catégorie qui est la 3e caté, oui. Où à la fin c'est un peu plus dur et eux ça ressemble aux professionnels, plus ça va, comme on dit, plus on met du braquet et les hommes forts se montrent de plus en plus vivaces. Allez, 53-11, 53 dents pour le grand plateau, 11 dents pour le... Ouais, donc c'est très roulant. Voilà. Allez, la voiture ouvreuse qui passe et ils sont encore 6, 7, 8, les derrière se sont regroupés. Ça rentre. On nous fera un petit peu le point prochain passage pour un petit peu cette composition parce que derrière il y avait une réaction. Et prochain passage. Regarde, ça se regarde. Voilà, ça se regarde, ça va rentrer derrière. Bon, ils annoncent une prime le prochain tour. Et voilà, vous voyez, on voit les coureurs qui ont besoin de souffler, ils se déshydratent. Voilà, et ça va rentrer. Voilà. 6 secondes d'écart, hein. Mais le peloton c'est quand même délité, hein. On n'est plus que sur une base de 15 coureurs là, Eddy. Ah, tout à fait, dans le même tour, c'est exactement ça. Donc le circuit fait son effet. Et voilà, avec un tour en 2,38, hein, on sent en effet que cela s'amenuise au niveau. Mon épouse qui va nous déshydrater aussi à son tour, nous aussi, hein, on a le droit au bidon. On nous ramène un petit peu de ravitaillement, nous aussi. Hein. Il n'y a pas d'effort. Eddy, à chaque tour, on entend des valeurs de prime 30, 20, 10. Ça veut dire quand même que à chaque tour, il y a 40 tours, on peut gagner pas loin de plusieurs centaines d'euros. En gros, on a réussi avec Olivier Belair à donner aux coureurs plus de 700 € de prime entre les classements, sans compter les prix FFC, puisque nous, on est obligé de verser des prix à la Fédération française qui redistribue au club en fin d'année. Donc vous voyez, le mécanisme est quand même très particulier dans le vélo. Je pense que dans les autres sports, vous ne connaissez pas ça. Non, c'est vrai que ça peut être assez critiquable et qu'il y a aussi un problème, hein, on peut le dire sans ombrage, c'est qu'il y a une difficulté de remise en question de la part de ces instances. On voit notamment que là, après Roland-Garros au tennis, ça a fait beaucoup parler aussi. Le rôle et le poids que peut avoir sa fédération sur les résultats de ses professionnels au vélo. Même si on a l'arbre qui cache la forêt avec une très belle génération à l'heure actuelle chez les pros, il y a peut-être des questions qui auront lieu d'être posées. En tout cas, nous, on est sur un autre terrain, Eddy. On revient là sur notre course. Une course qui devrait bientôt livrer son verdict. Cela dit, ça doit être agréable pour des joueurs de repartir avec une centaine d'euros. Évidemment. Hein, ce soir. Hein. Parce qu'il y a quand même des frais engagés, puisque par contre, contrairement à un sport collectif, c'est des déplacements souvent individuels par leurs propres moyens. Il n'y a pas forcément toujours des clubs organisés. Ils sont organisés pour les grosses épreuves. Et eux, ce genre de course, on va appeler ça des coursettes, c'est un peu péjoratif. Pour moi, ou Olivier, organisateur. Mais en fait, pour eux, c'est ça. Donc les clubs, ça marque pas de points de FFC ou pour les DN, pour les divisions nationales. Voilà. Et donc les coureurs se débrouillent un peu tout seuls. Donc c'est comme ça. Allez, un petit peu dans leur on a un visuel sur la voiture ouvreuse, c'est normal. 2 minutes 20 depuis le dernier tour. Donc ça y est, on est sur un rythme constant. Et on est toujours sur un peloton groupé. Voilà. Et là, la jonction c'est vraiment faite. Et c'est le coureur. Ah non. Boum. Et non. Il s'est fait avoir par le coureur de Toussy. Le coureur de Toussy qui doit être normalement Eugène Richardot, pas sûr à 100%. Parce que je crois que c'est Tom Le Gall. D'accord. Alors pour comprendre nos hésitations, il faut le dire, hein, on n'a pas une cabine avec un ralenti et des caméras. Et en plus, on n'est pas en hauteur, on est en contrebas. On est en contrebas, en effet. Voilà. Donc il y a quelques difficultés à voir les numéros de dossard. Ça roulait en 2,35. On est sur ce rythme constant. On comprend que maintenant, ça y est, l'écart se nivelle. On comprend un peu mieux quelles sont les données, qui sont les hommes forts. Et il faut le dire aussi, Eddy, malgré le parcours accidenté, un sprint massif, finalement, ce n'est pas à exclure. Franchement, j'y pensais pas et petit à petit, ça commence ça peut être jouable. Ça peut être jouable. On a déjà eu des initiatives individuelles qui ne se sont pas révélées efficaces. Donc maintenant, on peut le dire que ça, c'est possible. Alors Amine, l'œil du néophyte, comment on prend cette course ?
Alors moi déjà j'adore l'ambiance, parce qu'on sent les frites là d'où on est, on sent les publicités, on sent le speaker, on est vraiment dans une ambiance de course, et avec tous les sponsors, les donateurs, vous en aviez parlé tout à l'heure. Alors que ce soit le Tour de France, une course impressionnante, internationale, ou une course comme ici à Ettigny, il y a la même ambiance. Bon, il manque plus que la caravane qui nous distribuerait des petits cadeaux, mais on sent cette ambiance de course qui monte, qui est impressionnante, qui stresse, et puis là, il y a quand même, on sent un petit relâchement, là. On a l'impression qu'on attend les 10 derniers tours. La tempête, Voilà, on attend les 10 derniers tours. Et puis les efforts. Pour pouvoir, ils ont besoin de souffler. Et là, on va pouvoir avoir des indications sur le plan tactique pour ce final. Là, on a combien de kilomètres, là, dans les jambes? C'est égal, là, entre Peltrax et tout ça. Ouais, tout à fait. Et justement, donc nous, là, on est sur le dernier tiers de course. Donc on a déjà 30 km. Il y a plus de 30 km 40. d'effectués. C'est 70. Ah oui, d'accord. Et là, du coup, on va laisser se présenter le directeur sportif de la division nationale du Vélo Club de Toucy et nous expliquer un petit peu ce qu'il compte faire de ses coureurs au niveau tactique sur cette fin d'épreuve. Donc, bonjour, je suis Grégoire Terrier, je suis directeur sportif du Vélo Club de Toucy, de l'équipe de division nationale 2. Donc là, on arrive en fin de course. On est très content de pouvoir faire une course dans Lyon. Il n'y en a que 2 pour nos coureurs dans Lyon. Donc on est très content que cette course a lieu parce que ça fait que 2 courses qu'on fait à côté de chez nous. Après, sans quoi on va partout en France sauf dans Lyon. Donc on est très content d'être présent. Et la preuve, nous on fait le Tour du Beaujolais demain et dimanche, qui est une épreuve très très dure pour nos coureurs avec beaucoup de cols. Et on a quand même fait le choix de venir ici parce que pour nous c'est très important d'être présent dans Lyon. Donc là, toute l'équipe est présente. Donc maintenant, nous, on a quasiment tous les coureurs encore dans le premier paquet. Donc on a 2-3 coureurs qui sont du niveau similaire à nos coureurs. Donc maintenant, on les marque et on va essayer d'être surreprésentés sur les attaques qui va y avoir lieu dans la dernière partie de course. Vous êtes satisfait du comportement de vos coureurs jusqu'ici? Oui, je suis satisfait parce qu'ils savent que demain et dimanche, il y a 2 étapes, même 3 étapes très très difficiles pour eux, enfin pour 6 des 12 coureurs qu'il y a présents. Et bon, il y en a 2 qui sont un peu plus justes, qui se sont fait un peu lâcher avec la bosse là, pour garder un peu d'énergie pour demain. Mais les autres, on a toujours été représentés dans les échappées, jamais en infériorité numérique, donc pour l'instant ils courent plutôt intelligemment. T'as pas eu une petite peur quand même quand Henri Jumeau et Bastien Devido sont sortis? Non, j'ai pas eu de peur parce que derrière il restait 10 balles à Bisontine, il restait Forestier et nous on était encore 10 dans le peloton, donc je savais qu'il suffisait de faire un tour assez rapide pour revenir sur les 2 devant, surtout que ils sont pas attendus, donc ils sont restés 2 tours à 100 mètres, même pas d'écart entre les 2, au lieu que le premier se relève et attendre le deuxième, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux. Alors, si ça devait arriver au sprint, vous emmenez qui? Ils sont 2 ou 3 à aller plus ou moins vite. Après, ça va dépendre là dans les 5-6 prochains tours qui se sent le mieux entre les 3 et on verra. On veut des noms. Qui? Il y a Mathieu Beauchot, il y a Aurélien Philibert et Vincent Louis. Vincent, il a fini 6e à Dijon, Auxonne-Dijon, où ça arrivait sprint massif. Donc, mais il fait beaucoup d'efforts là depuis le début. Il a été dans quasiment toutes les échappées qui étaient un petit peu dangereuses, donc on verra. Avec un Mathieu Beauchot, lui qui est le dossard numéro 23. Qui a déjà fait quelques primes et j'ai pu s'apercevoir, puisqu'il a battu, je crois, de Jonquière. Ouais, Mathieu va très vite, surtout il était en 2 l'an dernier, il est monté en première en fin de saison, donc c'est sa première saison en première, donc il a un petit peu du mal parce que quand on va sur les courses qui sont difficiles, il a un petit peu du mal, donc faire des courses comme ça lui redonne le moral parce qu'il arrive à jouer la victoire ou à jouer devant, à attaquer. Donc là, je sais qu'il habite à Clermont-Ferrand, Mathieu, il est à l'école là-bas, donc s'il est venu ici, c'est pas pour rien. Alors, il reste 15 tours et là, c'est parti. Hop là. On est sur un rythme de nouveau rapide. On a vécu pendant 2 tours un peu d'atermoiement, on commençait à se regarder, on était sur un rythme à 2,37 le tour, là on est revenu sur un rythme à 2,32, ça commence de nouveau à s'accélérer, il reste 15 tours, 20 km. Et je suis quand même très heureux de voir Ludovic Mathieu, le coureur de mon club, passer en 3e position à ce stade de la course, puisqu'il n'est que 3e catégorie. C'est quand même une belle performance. Et maintenant, je voudrais signaler aussi tout le Vélo Club de Toucy de jouer le jeu, puisqu'il y a des grosses courses à étapes en ce moment. Et on parle notamment du Beaujolais, c'est ça? Voilà.
C'est une épreuve qui, pour vous, qui va marquer des points en DN2 Non, c'est juste une élite nationale. Donc à la base, la Etigny, c'était pas prévu au calendrier. Nous, le Beaujolais, c'est pas très loin de Toucy, donc on y va tous les ans. Donc c'était prévu au calendrier. Et puis là, le problème, c'est que on a 3 étrangers, nous, à Toucy, et vu que leur championnat national est en même temps que le championnat de France, ça fait que là, ils sont rentrés au pays pour préparer. Donc ça fait qu'on a 3 coureurs en moins, plus un qui est au mariage de son frère, donc ça fait 4. Ça fait que les coureurs hors qui font pas le tour du Beaujolais, il restait plus grand monde. Donc nous c'était avec le président, on était d'accord sur ce point-là que aujourd'hui et à Sens dans 2 semaines, c'est important qu'on soit présent parce que c'est bien beau de courir dans les 4 coins de la France, en Bretagne, à Marseille, mais nos sponsors ils sont de Lyon, donc si on n'est pas présent sur nos courses, c'est dommage. Et en tout cas, franchement, moi je suis ravi de vous avoir au départ. Je sais qu'en plus toi tu es de Normandie, hein, c'est ça hein? Oui. En tout cas, c'est super gentil d'être venu et maintenant, les objectifs pour la fin de saison, se maintenir en DN2. Là, le premier objectif de la saison, c'était d'être dans les 8 premières de DN2 parce que pour le championnat de France amateur, il faut être dans les 8 premières de DN2. C'était chose faite à la dernière manche. Ils ont fait une belle manche et on est remonté 8e. Donc maintenant, on va au championnat de France, donc le dernier week-end de juin. Donc c'est un gros objectif pour nous d'essayer de faire quelque chose face aux écuries, aux grosses écuries de DN1. Et après, on va s'orienter sur la deuxième partie de saison où on va faire beaucoup de courses à étapes. Et là, du coup, ça va être un profil de notre première partie de saison, c'est beaucoup de classiques où ça arrive souvent au sprint, il y a de la bordure, donc ça correspond à un type de coureur. Et maintenant, on va arriver sur les courses à étapes qui correspondent à notre deuxième partie d'effectif, qui préfèrent quand ça grimpe et qui sont bons sur la récupération. Donc maintenant, il nous reste 3 manches, dont 4 avec la manche piste. Donc maintenant, ça va être de se maintenir dans les 10 premières de DN2 et de pouvoir faire des belles choses sur les courses à étapes. Voilà, c'est ton coureur qui a remporté la prime. Et on a peut-être là ce qui préfigure la finale. C'est ça. Oui, c'est ça. L'ancien coureur de l'armée de terre. C'est ça, il était à l'armée de terre. Il n'est pas resté quand l'équipe est passée professionnelle. Savoir que c'est lui qui nous fait les résultats quand ça arrive au sprint, c'est lui qui nous fait les meilleurs résultats depuis le début de saison. Alors, à côté de toi, excuse-moi Michael, peux-tu nous présenter, en fait c'est ton second, c'est le directeur sportif de l'équipe junior du Vélo Club de Toucy. C'est lui qui est en charge de l'équipe au circuit Connet, c'est ça? C'est ça, donc on avait, avec le président, moi quand je suis arrivé à Toucy l'an dernier, j'avais dit que moi je voulais absolument des juniors au sein de l'équipe, pour les former, leur progresser, pour que ça soit plus facile à passer le palier pour arriver dans l'équipe de N. Parce que savoir que si on n'a pas de juniors, on est obligé de recruter tous les ans des coureurs. Qu'au final, avoir des juniors dans l'équipe, ça permet ça fait 1 ou 2 ans qu'ils sont déjà au club, donc ils connaissent déjà tout le monde et c'est plus facile de s'adapter. Et Hugues était coureur dans l'équipe l'an dernier, il a décidé de passer ses diplômes d'entraîneur cette saison. Du coup, ça s'est orienté assez facilement qu'ils prennent l'équipe junior. Et donc, du coup, il est en responsable des juniors du club. Et donc, il va sur les courses fédérales juniors et aussi sur les courses à étapes qu'on fait avec les 2-3 juniors. L'objectif aujourd'hui pour tes juniors, quel est le degré de performance? T'attendais quoi de tes coureurs? On va dire que cette année c'était le lancement de cette équipe junior, donc au niveau des résultats, j'avais pas forcément d'attente en termes de résultats. On va dire que c'était plus au niveau de l'implication des coureurs. Mais également, on va dire, avoir un esprit collectif pour pouvoir passer les années suivantes sur une équipe de division nationale. Le cyclisme demande forcément une implication collective, bien que ça soit un sport individuel. Il y a des mouvements de course et seul sur une compétition, ça ne suffit pas pour aller gagner des courses au niveau dans les divisions nationales. Donc pour le moment on n'avait pas forcément de résultats, on n'avait pas d'objectif de résultats. Ces résultats, forcément quand on s'implique auprès des jeunes, les résultats forcément ils viennent. Moi j'ai mixé les équipes sur des courses par étapes avec des juniors et des deuxièmes catégories qui font partie de la réserve. On a déjà 3 victoires au niveau de l'équipe régionale, donc c'est un bon début. Mais on va dire que les gros objectifs arrivent avec dès la semaine prochaine le circuit Connet. On sera à domicile à 20 km du club, donc forcément
On va avoir de gros objectifs. On a une équipe qui sera, à mon sens, très compétitive. Donc voilà, après la semaine suivante, je serai avec le second front de la division nationale sur le Tour de la Caba du côté d'Aurillac, où là on mixera aussi avec des deuxièmes catégories, des élites, mais aussi un junior qui va aller faire ses premiers pas en toute catégorie sur une course par étape. C'est important ça de réussir. C'est important pour nous, voilà. On leur fait prendre de l'expérience et en même temps on mélange à ce groupe de division nationale. Donc on est vraiment dans l'objectif premier au niveau du développement du club. Et la semaine suivante, le 2 juillet, on sera vraiment à domicile puisque c'est la course du club et là on aura une équipe régionale junior qui sera complète sur l'épreuve où on espère bien briller. Alors vous avez lâché la compétition pour devenir entraîneur. Un an après, vous estimez que c'était le bon choix, vous êtes satisfait? Ça vous démange pas? Non, je suis comme vous voyez ce soir, je suis sur le bord de la route. Bien que j'ai moins de temps pour monter sur le vélo, moi c'était une demande. C'est une demande de ma part de passer de ce côté-là de la barrière. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? On va dire que forcément il y a le côté entraînement, ce qui est, on va dire, le côté scientifique de l'entraînement auprès des coureurs, mais aussi le rapport entraîneur-entraîné, mais aussi forcément le management d'un groupe. C'est une équipe. Pour moi, je m'inspire de certains entraîneurs d'autosport. Je pense à Dupraz dans le football. Voilà, pour moi c'est des messieurs et ils savent faire vivre un groupe. Et le verbe facile. Hein. Oui. Et prochain passage. Voilà, un passage. Voilà, donc on a Jordan Delbove avec Alexandre Riguer et Guillaume Cabot qui a gagné il n'y a pas longtemps. Hein. 6 secondes sur le peloton. Donc rien n'est joué encore. Le classement par points va faire mal le prochain tour. Petit à petit, ça s'égrène, hein, les coureurs. Il reste du tour. Hein. Est-ce que dans ce moment-là, on se dit quand même que même si la prime est belle, on va mettre ça de côté en vue de tenter de remporter le classement final? Ça dépend des coureurs. Certains ils sont venus plus pour prendre un peu d'argent et d'autres qui jouent plus la victoire. Donc ça va dépendre là. Par contre, au début on peut faire les primes là. Par contre, faire les efforts maintenant, faire un sprint pour une prime, c'est à moins d'être très très fort et d'être au-dessus. Celui qui va faire l'effort maintenant, je pense que ça va être difficile pour lui à l'arrivée. Et pour que nos auditrices, auditeurs comprennent, quelle exigence demande de courir pour un club comme Toussy? Combien d'heures d'entraînement par semaine? Combien d'heures? C'est au moins 20 à 30 heures. Enfin, pour les coureurs de la DN2, ils sont entre 20 et 30 heures. Ça dépend la semaine s'ils sont sur un objectif ou pas. Mais sur 7 jours dans la semaine, il n'y a qu'un jour de repos. Après, tout le reste, ils sont sur leur vélo. Et les séances, ça varie. Soit ils vont faire des séances courtes mais très intensives. Soit ils vont faire des sorties beaucoup plus longues mais à un rythme moins élevé pour pouvoir encaisser les jours de course qui vont arriver les week-ends. Et ben voilà, en tout cas, on peut vous dire merde pour la fin de saison, comme on dit dans le sport. Et puis, on va vous laisser driver vos coureurs pour les derniers tours. Merci d'être venus. Merci à vous. Bonne soirée et bonne chance. Ici qu'il y a encore des coureurs qui peuvent peser et sur là, la victoire je vais finale. Eddie, Marc Lancelot, vous connaissez, un bénévole du club. Et Joël Pellier, vainqueur d'une étape. Et Joël Pellier, vainqueur d'une étape en 1989 au Futuroscope, je crois, c'est ça. Sous la pluie, j'étais petit, mais avec un petit peu de mémoire. Alors, c'est écrit sur son polo, hein, il a marqué palmarès déjà. Bonsoir. Voilà, donc Marc nous a amené Guibal, qui est l'Australien dont je parlais tout à l'heure. En venant ici, c'était quoi pour ton coureur? Avant tout, ça rentre dans les courses que Ben avait coché sur son agenda, donc ça, il faut respecter aussi la volonté des coureurs, donc c'est normal qu'il soit là. Quand même une course comme Etigny par rapport à d'autres grandes courses, c'est quand même important pour les organisateurs. D'ailleurs, il passe tout seul en tête. Pour lui, c'est quand même important. Il n'y a pas de petite victoire. Non, je crois qu'il n'y a pas de petite victoire, comme vous le soulignez.
puis par ailleurs, ça fait aussi un plaisir pour nous de venir et de répondre à l'invitation de Marc, parce que ça nous permet d'échanger et de partager nos idées sur la formation des coureurs, et on s'aperçoit que avec tous ces échanges, parfois certains les négligent, et pour nous c'est vraiment une importance capitale. J'ai vu quand j'étais gamin à la télé, pour moi ça fait quelque chose. C'était petit quand tu t'es fait engueuler par le blaireau sur le Tour 85, c'est bien ça? Oui, complètement, oui, c'est ça, oui. Et du coup, ton meilleur souvenir de ta carrière professionnelle, bien évidemment l'étape du Tour, mais derrière, il y a sûrement d'autres souvenirs qui te remontent. Oui, j'en ai beaucoup, et puis c'est difficile de tous les énumérer. Il n'y a pas que des victoires. C'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais il y a tous les bons moments qu'on passe à faire son travail et le faire consciencieusement. Et moi j'étais un équipier avant toute chose, donc j'ai pris du plaisir à faire mon travail d'équipier et puis de gagner quelques courses. J'ai eu la chance de gagner quelques courses, donc c'est un plus. Mais ce qui me fait le plus plaisir, je crois, c'est le souvenir des gens par rapport à ma carrière, malgré que ça date de la fin des années 80, les gens s'en souviennent, ils s'en rappellent. Et je dirais que c'est un petit peu historique. Tout à l'heure, le monsieur soulignait mon t-shirt palmarès, mais c'est en fait un petit clin d'œil justement au palmarès des années 80 et voire même d'avant, puisque là, je porte le maillot du grand Gemignani. Voilà, donc c'est un petit hommage en même temps. Donc voilà, je sais plus ce que je disais même. Donc voilà. Donc en fait, nous on est une petite radio locale, et là on a affaire à des gens qui connaissent un petit peu le vélo, et c'était juste pour leur signaler qu'on avait quand même un champion qui était parmi nous. Et moi personnellement, je remercie Marc de l'invitation de ton coureur et que tu sois venu avec. Franchement, Marc, ça me fait très plaisir. Et qu'est-ce que tu penses de notre organisation, toi qui es au sein de la C Saltusien? Alors, avant toute chose, je voudrais féliciter Olivier Belair pour toute l'implication qu'il a lancée dans cette organisation et l'ensemble des bénévoles de la C Saltusien. Avec Joël, on a eu le plaisir de faire le tour du circuit et d'observer les différents points stratégiques du circuit, et on s'est rendu compte avec Joël que la course elle avait commencé à se dessiner sur la fin, et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte, puisque là ils sont sortis à 4 ou 5 coureurs dont Ben, donc ça c'est le petit clin d'œil pour Joël et pour moi, puisque forcément on est ravis d'avoir Ben, et c'est vrai que c'est une super épreuve. Le soleil est de la partie, c'est un super circuit, ça encourt vraiment, et ça augure un futur spectacle pour les prochaines éditions, plein de popularité. Eddy va reprendre la main. Ouais, excuse-moi, mais en fait, on s'aperçoit que sur ce genre de nocturne, avec une difficulté d'être individuel sur la fin de course, c'est peut-être mieux finalement, puisque là, il n'y a pas eu beaucoup de trous à boucher. C'était soit Peltrac, soit Toussy. Ça peut jouer au niveau de la fraîcheur sur la fin. Oui, c'est certain que la fraîcheur, elle sera là. Sur la fin, ça va énormément peser sur la course. Mais néanmoins, sur un circuit comme ça, c'est pas forcément un désavantage d'être seul. Et puis Ben sait courir, il sent la course, il sait se positionner. Mais quand même, je tiens à souligner qu'il a une belle pancarte aussi dans le dos. Donc Toussy et Peltrax ne leur font pas de cadeaux, ce qui est tout à fait logique, et c'est d'autant mieux pour le spectacle. Et comme tout à l'heure, je voulais faire un petit clin d'œil, parce que vous aviez dit il n'y a pas de petite course, mais il n'y a pas de petite radio non plus. Donc voyons, Eddy. On est aussi un petit club, et il faut toujours être modeste, même si un jour on devient grand, il faut savoir d'où on vient. Radio Stoliac est la grande radio de Sens. Il est 21h11. Si vous nous rejoignez, on va bientôt arriver au dénouement de 10. Messieurs, on peut leur demander les pronostics. Sûr. Moi je mets sur Benjamin Daibol, puisque c'est lui qui est en train de mener le groupe, et avec Joël on connaît ses qualités. Ils sont en train de justement passer. Il est capable de boucher des objectifs, et il arrivera, je pense, dans les 5 derniers tours à ressortir si c'est nécessaire. Donc je mise sur Ben.
Moi j'avais coché Loïc Forestier qui lui a l'habitude de courir toute l'année tout seul. Et c'est vrai que là finalement il y a juste un gars de Toussy, il n'y a plus de Peltrax. Oui. Et attention, il y a 2 jonquières devant qui va extrêmement vite. Et il n'arrive pas à reboucher. 20 secondes d'écart à peu près entre le peloton et les hommes de tête. Toi Joël, en étant objectif, comment vois-tu le final à 4 parce que ça se dessine vraiment là-dessus là je pense. Ouais. Oui. Alors si le final se déroule à 4, Ben prendra la 4e place je pense. Parce que c'est pas du tout sa spécialité le sprint, on le sait. Voilà, Ben. Il peut gicler comme ça. Il le sait aussi. Par contre, il est très fort. C'est un très très bon grimpeur. Il est très fort contre la montre. Donc il sait se donner à fond. Et lui, en ce moment, je pense que dans sa tête, il doit juste penser à une chose, c'est comment faire pour se débarrasser des 3 autres. Voilà. Alors je lui souhaite. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça va pas. Justement, vu qu'il n'y a plus de surnombre, ça va être. Ça va pas être simple. Au sprint. Ça va pas être simple, tout à fait. Il va y avoir de la bagarre, je pense, sur la fin, non? Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des spécialistes, que ce soit De Jonc ou Forestier. Alors, ils doivent connaître Ben de nom, mais ils le connaissent pas au niveau de ses qualités intrinsèques et surtout sur ses capacités de rouleur. Ben gagne les boucles de l'Artois en mettant du beau monde à distance, notamment Samuel Plouinec pour ceux qui connaissent un peu en spécialiste du vélo. Et il a fait d'autres numéros Ben sur les dernières épreuves auxquelles il a participé. Donc typiquement il a les ressources pour gagner. Maintenant il a dû quand même laisser un peu de plume à la mi-course quand il y avait un groupe qui était parti et il a fallu reboucher lui et Léon Dumais qui voulait rouler derrière. En tout cas on va avoir une belle fin de course, ça c'est une certitude. Avec un prochain passage attendu dans moins de 30 secondes. Samuel Plouinec, ancien coureur professionnel, fin 90, Cofidis, si je ne m'abuse. Il dit oui. Tout à fait. Et puis il est toujours au plus haut niveau, à plus de 40 ans, et c'est le capitaine de route de l'équipe Peltrax. Il n'est pas là ce soir. Voilà. Donc là, on va voir une petite idée sur les qualités de sprinter. Et on va voir tout de suite ceux qui sont là. Voilà. Donc voilà, ils sont plus que 2. Ils sont plus que 2. Ah non, ils ont quand même aussi. Est-ce que ça va continuer? Derrière, ça se regarde. Moi j'ai l'impression que le coureur de Chartres n'a pas fait le sprint tout simplement, ou c'est en train de ne plus s'entendre devant, non? Ouais, c'est possible, mais ils ont tout intérêt à s'entendre parce que je pense que là Benjamin va pas relâcher la pression, je pense. En tout cas, c'est sa chance. Écart maintenu avec le peloton, 17 secondes. Derrière, il n'y a que 5 secondes avec les 3 hommes derrière. On peut se dire que c'est le sprint qui a pu générer cet écart. Ça peut que ça soit la prime. Par contre, si derrière ils ont les ressources, comme on dit, c'est 2 mobilettes. Et ils pourraient partir seuls. 10 mètres là, le tour d'après, il peut y avoir 20 secondes. Tout dépend de leur comportement sur cette bosse. Malheureusement, on n'a pas de visuel. On va devoir patienter 2 minutes pour voir justement qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce tour. Il nous reste quoi, 5 tours maintenant? Ouais, on doit être à peu près 5-7 tours. On est à moins de 10 km de l'arrivée, c'est sûr. Donc là, voilà, il y a des coureurs qui se sont fait lâcher du groupe principal. Donc ça commence vraiment à tirer. Heureusement qu'il n'y a que 70 km finalement. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Enfin, c'est une course le parcours est très difficile, contrairement à ce qu'on peut en penser. Comme moi, je l'ai fait en voiture, mais en voiture c'est facile, mais en vélo et au fil des tours, ça devient très difficile. Donc on récupère. Les virages se prennent vraiment à bloc, il n'y a pas besoin de freiner sur ce circuit. En fait, il n'y a pas véritablement de temps de récupération. Même dans la petite descente, il faut être vigilant et attentif, et puis il faut toujours pédaler. Donc il n'y a pas vraiment de temps de récupération. Et autre élément, le vent, sont nous-mêmes de vent un peu frais qui commence à arriver. Du coup, moins de chaleur, plus de facilité peut-être pour la récupération. Alors oui et non, puisqu'on va arriver en fin de course, alors du coup ils vont tous avoir besoin de chercher leur second souffle, mais c'est surtout que le vent a baissé par rapport au départ de l'épreuve, et c'est vrai que si le vent était resté aussi intense que ce qu'on avait en début d'épreuve, les écarts et les organismes auraient été nettement plus marqués. Maintenant on va voir, la voiture arrive dans quelques instants, donc on va voir ce qui va se passer. Juste, nous on voit juste la ligne droite d'arrivée. Comment ça se passe la ligne droite en haut de la côte, puisque tu y étais? Tout le monde est en file indienne. En fait, si les coureurs font l'effort sur la ligne, après ils ont d'énormes difficultés à lancer. Et là on voit que Ben passe encore en tête.
avec les quatre autres coureurs. Est-ce que sa stratégie c'est pas de tenter justement d'imposer un rythme nature à fatiguer tout le monde et ensuite sortir en homme fort? C'est ça peut-être sa seule chance? Alors Ben connaît pas les coureurs individuellement parce qu'ils sont loin de sa région d'origine. Ceci étant, il les a déjà jaugés tout au long de l'épreuve. Avec Joël, on a regardé spécifiquement et il s'est relevé 2-3 fois. Il a fait l'effort nécessaire pour rentrer, pour être devant. Et maintenant, il se pose pas de questions. Il sait que quand il faudra mettre un coup de vis, Ben est capable de faire les 5 derniers tours tout seul, sans problème. Et on va surveiller ça. Et justement, de l'AS Byzantine. Excuse-moi, Michael. Votre chouchou, l'objectif, c'est passer pro à la fin de l'année? On croise les doigts. Mais vous savez que Ben il a 28 ans. En France on considère 28 ans, on considère que c'est un vieillard. Donc étant donné qu'on marche un peu sur la tête en France, ça va être peut-être un petit peu difficile qu'il passe pro, mais on ne désespère pas, on travaille pour ça. On est là pour ça en tout cas. Ouais, je suis complètement d'accord. Et ce qui est paradoxal, c'est que les coureurs terminent leur carrière pro de plus en plus tard. Donc passer pro à 28 ans, ça ne l'empêche pas de courir 10 ans chez les professionnels finalement, puisqu'on voit des coureurs à plus de 40 ans encore chez les pros. Donc j'ai le sentiment que les équipes veulent engager des coureurs très très jeunes pour pouvoir les modeler un petit peu à leur sauce. Les coureurs sont peut-être prêts physiquement pour certains, c'est pas évident non plus, ça reste encore à prouver. Et par contre pas forcément prêts mentalement. À 28 ans, je dirais que c'est vraiment la maturité de l'âge. Ben, on connaît son niveau de performance physique. Il a des tests supérieurs à Thibaut Pinot et pourtant la Française des Jeux qui lui a fait faire ses tests ne l'a pas pris l'année dernière. Donc ça m'interroge quelque part. Donc ce sont des choix qui doivent être respectés par rapport au choix de DJ, bien sûr. Hein, c'est pas une polémique que je cherche à faire, bien au contraire. Mais c'est difficilement compréhensible le fait qu'un garçon qui a 28 ans, il est en pleine maturité. Je dirais qu'il est autonome. C'est un garçon qui est plein d'humilité, qui est très très discret et qui est très très facile à coacher. C'est un garçon qui est vraiment une crème à ce niveau-là et c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible qu'il ne soit pas déjà passé pro. Mais voilà, Benjamin le sait, il travaille pour et il faut quand même le dire, on a un gros retournement de situation. Il y a eu un regroupement général avec un tour qui s'est fait en 2,46. C'était beaucoup moins rapide. On peut laisser présager qu'il y a eu en fait une mésentente à l'avant. C'est vraiment à supposer. Alors peut-être que justement Ben est tellement fort, peut-être que les autres n'ont plus voulu collaborer, tout simplement. Peut-être aussi. Oui, ça c'est possible. On aimerait bien être une petite souris puis être aux quatre coins du circuit, peut-être pour tout voir, mais c'est vraiment difficile. En tout cas, c'est intéressant hein, ce dont on parle par rapport à l'âge même d'un coureur pro, parce que le circuit naturel, c'est si à 24 ans tu n'es pas professionnel, tu n'es plus rien. Et il y a quelques rares exemples au cours de ces 20 dernières années, avec le plus probant pour nous, le Belge Dirksens, qui est passé pro à un peu plus de 30 ans, je crois. Ah, c'est très vieux, dire C'est très vieux, Ludo, hein, ouais, tout à fait. Début 2000. Oui, il y a eu des Pascal Hervé ou des Walter Benetto qui sont passés très vieux, qui ont fait des carrières plus honorables. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis je voudrais retomber sur ce que disait Joël Pellier. J'ai l'impression qu'on commence à modeler nos coureurs un petit peu comme les joueurs de foot, les centres de formation, les modeler à leur état d'esprit, etc. Et c'est vrai que t'as pas connu cette génération-là dans les années 80. Ah ben complètement pas. Ça c'est clair que c'est une époque qui révolue malheureusement, je pense. C'est pas. Aujourd'hui, quand j'entends des commentaires de Jérôme Pinault qui respecte pas même des gens comme Bernard Hinault, comme Stéphane Roche, je trouve ça lamentable. Donc voilà, j'ai envie de dire no comment quoi. Donc je crois que notre sport, il est fait d'histoire. Notre vie en général, elle est faite d'histoire. Donc il faut se rappeler de tout ça et il faut cultiver ça. Et malheureusement, je rejoins ce que vous dites. On a l'impression qu'aujourd'hui, le cyclisme moderne
est bien connecté à Internet, mais un petit peu déconnecté à certains niveaux. Tout à fait. Et nous, même dans des petits clubs, Marc pourrait te confirmer, à bas niveau, Internet fait du mal, ils se voient. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le jeune Guillaume Cabot qui a gagné la prime, qui est sorti tout seul. Voilà, donc Guillaume Cabot du Vélo Club de Toussy a fait l'écart. Parce que le trou. Voilà, donc j'ai l'impression que ça se regarde. 9 secondes, il reste 4 tours et en effet devant, on ne voit pas pour l'instant de personne qui est en train de prendre cette menace au sérieux et qui mène ce peloton. Alors bon, attention, 4 tours, c'est beaucoup. On a bien vu là, à travers encore ces derniers tours, que ce qui semblait être dessiné à l'avance pouvait ne pas se produire parce que derrière on a un circuit exigeant qui fait qu'on peut rattraper énormément de temps en très peu de kilomètres. Mais en tout cas là il y a 9 secondes d'écart, c'est une situation à suivre, car il reste 4 tours à dire. Voilà, donc moi l'impression que ça me donne, c'est que les coureurs sont capables de faire l'effort, mais l'effort est dur à long terme. Ouais, vu l'exigence du parcours, j'ai l'impression que ils calent. Au bout d'un moment, ils calent. Ouais, c'est parfaitement ça. On voit bien qu'ils sont capables de mettre ce qu'on dit dans le jargon, le coup de cul pour passer la bosse. Et en haut, c'est compliqué de remettre en route. Tout à l'heure, tu demandais comment c'était sur la partie haute. Sur la partie haute, on voit que tout le monde cherche son second souffle et souvent c'est là où le groupe de tête se regarde un peu et si quelqu'un est capable de maintenir une allure un peu plus élevée, il y a toute la capacité de générer un écart. Justement, la bosse pour les spécialistes là, vraiment pur cyclisme, la bosse, les coureurs ils montent sur quel braquet? Honnêtement, j'ai pas trop regardé là, mais je pense que ça passe sur au plateau, quoi, sans problème. Mais j'ai pas trop regardé honnêtement, j'ai pas trop regardé les braquets qui passent. Mais comme je rejoins ce que dit Marc, il y a la bosse, mais il y a aussi le replat derrière et le retour qui fait très 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 mal. Parce qu'il y a vent de face et vent de côté, donc l'effort est continu en fait. Ouais, tout à fait, comme on dit, ce qui est plus dur, c'est d'être fort en haut de la bosse quand faut en remettre en fait. Quand ça descend tout de suite, ça rend pas la tactique de course de la même manière. Quand ça redescend tout de suite, là faut vraiment pouvoir remettre du braquet et avoir le cœur toujours au maximum. C'est une descente roulante, c'est une descente roulante, il faut continuer. Oui, mais en haut de la côte, si tu veux, tu as eu un bout de ligne droite de 500-600 mètres. Et donc là, le vent, on le sent plus, mais tout à l'heure, ils avaient le vent le vent de face. Alors qu'on va voir justement si Guillaume Cabot est encore en tête ou pas. La voiture ouvreuse arrive et apparemment il est toujours en tête. Et Benjamin Daibol, il est parti, voilà. Il est revenu. Le coureur de l'ABCB Sontine qui est rentré. Voilà, Loïc Forestier qui fait l'écart. 5 secondes, c'est rien. Et franchement, personnellement, quand je vois aussi le niveau de Léon Dumais à l'âge qu'il a, voilà, il sort de junior, le coureur du Nord Sénonais. Je sais pas ce que tu penses, Marc, mais en plus il vient de faire 8e des championnats de Bourgogne-Franche-Comté, toute catégorie. Qu'est-ce que tu penses de ce coureur? On en parlait avec Joël. Joël me demandait qui c'était. Du coup, je lui ai cité que c'était Léon Dumais et qu'il avait fait 4e de la Classique des Alpes junior. Et quand j'ai annoncé ça à Joël, il m'a regardé et il me dit ah oui, là il y a un peu de niveau. Et meilleur grimpeur. Et je pense que comme Ben, en fait, l'intérêt pour eux, c'est de courir en individuel. Ils sont suffisamment malins et suffisamment habiles pour bien observer. Alors là, on voit que sur le tour qui vient de se passer, on se pose la question si ça pouvait rentrer. On voit que tout tient en un fil et c'est au premier qui va sceller, pas physiquement mais mentalement. Et croyez-vous justement qu'il y a des alliances qui peuvent se créer entre les individualités? Non, je pense pas du tout. Je pense que les coureurs... Personnellement, j'y crois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout dans l'esprit de Ben. En tout cas, je peux parler pour lui à ce niveau-là, c'est pas un problème. Pourtant, s'il se retrouve, voilà, non, plutôt en circonstances de course là, mais vu qu'il y a deux grosses équipes, je pense que des fois, on laisse plus faire un coureur d'une des deux grosses équipes que lorsque c'est un coureur individuel devant. Les grosses équipes, elles veulent pas se faire piéger, donc c'est une réaction logique. C'est tout. Par contre, c'est vrai que quand on est tout seul ou 2 ou 3 coureurs, on est plus vite piégé qu'à une dizaine, quoi. C'est un peu logique, mais bon, c'est ce que je dis.
En tout cas, pour revenir sur la physionomie de la course et pour abonder les propos qu'on entretient, hein, c'est qu'on observe quelque chose de simple. On a toujours un tour rapide, un tour plus long, un tour à 2,32, un tour en 2,37. On produit un effort qu'on ne peut pas en effet tenir dans la durée, et c'est ce qui rend la course indécise difficile parce que personne ne peut sortir seul en homme fort finalement. Il y a aussi ça qui fait que les tours vont vite ou moins vite. Les primes. Les sprints de bonification. Voilà, donc c'est le coureur de l'AC Bisontine qui emmène le sprint de très très loin, j'ai l'impression. Alors. Et, encore une fois un tour de 32. Ouais, il se met, mais en fait, c'est là où on s'aperçoit que les coureurs sont usés mais il emmène les sprints de très loin, donc je pense que les autres coureurs accusent peut-être la fatigue et ses qualités de rouleur. Ou ils se regardent les uns les autres aussi et ils se jaugent avant ce qui pourrait être le sprint final, puisqu'on se demande maintenant si quelqu'un va pouvoir sortir seul. Il reste quoi, 2 cours sur ce genre de course, c'est un petit peu, ça se joue à la rupture, quoi. C'est-à-dire ce que disait tout à l'heure Marc, il y a l'usure, la répétition, les efforts répétés, donc on est souvent en rythme cardiaque au maximum. Donc il faut vraiment bien gérer ça, bien se connaître et profiter des moindres petits moments de récupération pour justement régénérer. Donc je pense que le final, ça va jouer à la rupture où ça va se regarder complètement et arriver au sprint. Par l'arrière finalement. Oui, plus ou moins par l'arrière, mais je veux dire il y a un moment donné où il n'y a plus personne qui va oser y aller, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu le jeu du chat et la souris. Ça sera tout simplement. Il a dit, je pense pas qu'on s'attendait à ça au départ. Hein. Non, justement, vous, pour ce premier direct, vous pensez quoi de cette course, de cet événement, vous qui êtes novice? C'est très indécis, c'est très indécis, très compliqué à dire, très serré. Et ça, c'est ça ce qui est bon, parce que c'est vrai qu'on peut toujours avoir des différences de niveau. On en parlait au début, dans ces 41 dossards, des 3e catégories, des premières catégories, voire des D1, des juniors, on pouvait se dire qu'il y aurait gros écarts, et là finalement il n'en est rien, alors qu'on regarde, mais non, on est sur une 40, on attend les coureurs dans 40 secondes, d'ici 40 secondes ils vont passer pour le prochain tour, ce sera l'avant-avant-dernier je crois d'ailleurs de cette épreuve, le souvenir Georges Belair. Sinon, justement par rapport au direct que vous avez fait sur le foot, le volley, comment vivez-vous l'événement là? Oh la question piège. Attention, j'espère que vous, c'est... Et 1 km 700, c'est la distance entre la ligne de départ, ligne d'arrivée, c'est le dernier tour et pour l'instant, les garçons peuvent accélérer peut-être. Décroché, revient en tête, redécroché, c'est le dernier tour, on entend la cloche. La cloche du dernier tour. Attention, qu'est-ce qui se passe, Eddy, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est Dibal, le protégé de Joël Pellier qu'on vient d'avoir. Il est en position, il essaye de partir seul. Tout à fait en position de rouleur. Joël, tu croises les doigts, comment tu le sens là? 10 mètres d'avance, ça peut le faire? Disons qu'il faut pas trop que ça se regarde derrière parce qu'il faut pas lui laisser 10 secondes à Ben. Donc là ils rentreront pas. Bon après faut voir comment Ben va gérer la montée le dernier tour, mais c'est sa seule chance de gagner. Donc c'est vraiment très bien joué de sa part. Par contre, peut-être tout à l'heure j'irai rejoindre le podium en tant que président du club organisateur. Une question me trotte, parle-t-il français? Ben, il faudra demander à Marc de faire les traductions. Je pense que Marc sera beaucoup plus doué que moi déjà. On se comprend bien avec Ben, avec un petit peu d'anglais, un peu de français. Mais c'est vrai qu'en ce moment il apprend, c'est un peu compliqué pour lui et la langue française c'est quand même assez compliqué aussi. D'accord. S'il l'emporte, est-ce que tu pourras nous l'amener ici et que ou Marc nous ferons la traduction en anglais? Non, il n'y a aucun souci. Un garçon qui est toujours disponible. D'accord. Merci de votre visite. Et puis 2 minutes 25. Voilà. On a tapé le record. On vous laisse profiter de l'arrivée de nos invités. Dans 1 minute. Nous, et notre favori, ça reste toujours Christophe Meunier, dans notre pronostic à nous. Et il est toujours sur le vélo. Il est toujours là, il n'a pas abandonné. C'est courageux de sa part. On voit le monde commencer à passer autour de la ligne d'arrivée, c'est normal. Dans un peu moins d'1 minute, messieurs, dames, on aura droit au dénouement, le moment de vérité de ce souvenir Georges Belair et peut-être un premier vainqueur étranger. On en a beaucoup parlé parce qu'il semble être l'homme fort, c'est un peu l'attraction vu qu'il a été 3e sur la montre. Il s'agit de Benjamin Daibol, mais ce n'est pas sûr. Ici, voilà, on voit l'organisateur courir auprès du
du podium, Olivier Belair. Voilà, la voiture ouvreuse arrive dans le dernier virage. Donc le dernier virage, c'est 230 mètres de la ligne d'arrivée. 230 mètres. Voilà, donc c'est Loïc Forestier qui est devant. Loïc Forestier qui est devant, je crois. Là, ils sont 4. Attention, de 10. Attention, ça va être un sprint. On est également suspendu. Non, voilà, ça arrive derrière. C'était dédoublé. C'était dédoublé. Ah décidément. Attention. Loïc Forestier qui va l'emporter. Et il gagne. Voilà. Et il gagne. Il l'a eu, Eddy l'a eu, il a eu. Eh ben bravo Eddy. Et j'avais pas la mascotte à Damien. Et ouais. Que le crapaud n'a pas parié, pas besoin de ça. L'humain reprend le dessus. Alors Loïc Forestier a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était difficile d'avoir un visuel, Eddy, sur. Justement, on va pouvoir demander à Marc, puisque nous on a été cachés par les nombreux spectateurs de ce prix. Peux-tu nous nous raconter le sprint? Donc c'est Loïc Forestier qui lance quasiment en sortie de virage. Donc 230 mètres de la ligne, la sortie de virage. Et il fait l'effort et il fait vite l'écart. Il prend, je pense, 2 ou 3 vélos. Alors j'ai pas regardé qui a terminé deuxième pour être tout à fait sincère. J'étais moi non plus sur Ben et Ben fait 3. Je pense que Loïc a pris beaucoup de risques dans le dernier virage. Il a dû virer très vite. Très fort et il est habitué à virer, ouais. Et voilà. Loïc enfin, Forestier, le dossard 35 vainqueur, lui. Pour finir, la cheville ouvrière, Olivier Belair, coureur de l'avenir cycliste saltusien et donc cheville ouvrière, fils de Georges. Cette course, cette épreuve. Très heureux. Je reviens tout à l'heure, je vous lâche pour quelques obligations. Merci Eddy, à tout à l'heure. Très heureux de ma réussite. Franchement, c'était un défi, un très gros défi, parce que c'est quand même une course importante. Au niveau national, il y a des coureurs qui viennent de loin et de haut niveau. Et c'est vrai qu'avec mon président de club, Eddy, on peut les applaudir, on a fait franchement un bon truc. Allez, il faut rapprocher le micro le plus possible. D'accord. Alors, c'était également donc une course importante pour vous, car finalement liée à votre famille, à votre patronyme. Voilà, c'est à la mémoire de mon père. J'espère que de là-haut il voit et puis qu'il est heureux de voir ce que j'ai fait. Et c'est une super soirée pour moi, quoi. Avec aussi un regard sur le fiston. Ouais, le fils, c'est vrai, il s'est mis la pression. C'est dommage, comme j'ai dit, fais-toi plaisir. Mais parce qu'il tenait à cette course. Il a eu un petit problème de santé, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, il y a d'autres courses et il pourra progresser. Je sais qu'il a des qualités pour aller plus loin. Voilà. Ah ouais, je pense qu'il sera meilleur l'an prochain. Si je refais cette course, je pense qu'il sera là pour mieux. J'aurais pu prendre le départ, mais vu ce que j'ai fait là aujourd'hui, à tout préparer et tout ça, je pouvais pas. Franchement, c'est dommage, mais je pouvais pas. Voilà, quoi. Voilà. Un beau vainqueur, vous pensez, là, ah ouais, là, je suis content pour celui que je connais très bien, même longtemps. Et je suis fier que ça soit lui qui gagne. Voilà. Eh bien, merci à vous aussi. Et à vous. Olivier Belair. Et oui. Merci beaucoup. Nous, en tout cas, on a vibré. On a vraiment vécu une course qui. On pensait quand même qu'il allait avoir une échappée, qu'on allait vivre une moitié de course tranquille, mais on n'a pas eu le temps de se reposer quand même. Hein. Je pensais que ça allait arriver un par un, mais là, franchement, c'est... ça s'est échappé, ça s'est regroupé, ça s'est rééchappé, sur un circuit aussi court. Hein. Et on sent que vous êtes un homme sollicité, ça n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, vous. Allez, au revoir. Merci, Olivier Belair. Prix Georges Belair, donc, qui a rendu son verdict de Loïc Forestier, lui licencié au VS Nivernais Morvan, et on devrait voir dans quelques secondes Maxime Belair aussi qui va réagir, lui, pour la team Peltrax. Et bien voilà, Amine, finalement on se disait Peltrax aussi, c'est entre plus de 10 coureurs pour chacun, ils vont pouvoir cadenasser la course, ils vont pouvoir la maîtriser. Finalement non. Puis on sent quand même qu'il y a une individualité. Ils en ont parlé tout à l'heure, que ce soit Eddy Bèvre. Il y a cette individualité. Et puis, on a envie de briller quand même dans cette course de Lyon. À un moment donné, tout était au rendez-vous. La pression, la météo. Et c'est l'occasion de se faire voir, effectivement. Voilà, donc,
rapide parce que la mission permet de les voir. Minutes. On va remettre les trophées. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a essayé de faire quelque chose d'original. Christophe, si tu veux passer. Vous voyez le vélo, voilà, on essaye de faire au lieu d'une coupe. Alors on voit effectivement un beau trophée. Oui, un beau vélo modelé en bois en effet pour Loïc Forestier. Ouais. Donc là les coureurs vont se changer assez rapidement et on va récompenser les premiers de chaque catégorie. Donc premier le vainqueur, premier deuxième catégorie, premier troisième, Et premier justement, junior. est-ce que tu as pu voir ce classement? Non, justement, oui, tout le monde n'est pas encore arrivé, donc ils vont les arbitres, comme au foot, vont nous sortir les classements, puisque nous on a des arbitres aussi. Eddy, on est rejoint par Maxime Belair ainsi que par Christophe Meunier. Alors vas-y, je te laisse mener les interviews. Voilà, petit-fils de Georges Belair, il appartient au Team Peltrax, Maxime. Il est à la recherche de sa première victoire, ça sourit pas toujours, il a plusieurs places d'honneur. Il a une petite carrière sur piste qui était très intéressante il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, peut-être un peu de pression, non? Qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu beaucoup de pression, surtout avant le départ, parce que c'était pas mon grand temps. C'est un jeune coureur qui a problème de santé en jeu autour de la course, le quatrième tour. Ils ont commencé le club de Côte-sur-Loire. Et bien là, donc une belle victoire, nouvelle victoire pour lui, parce qu'il aime ce genre d'épreuve. Il l'a prouvé à plusieurs reprises sur l'année passée. Ils sont venus, donc je suis content pour lui. J'espère qu'il est fier de nous de là-haut. Et ça donne honneur. Donc un petit peu de déception et écoute, la pression, faudra la faire redescendre dans un verre tout à l'heure, on trinquera ensemble. Oui, après je recours dimanche à Crenay, donc j'espère me rattraper là-bas en 3e catégorie, donc je vois pas de raison de pas réussir à Crenay dimanche. Récupère bien et puis repose-toi bien pour dimanche prochain. Prenez dans l'aube une course de sa catégorie puisque Maxime est 3e catégorie. Il est là, mais merci Eddy. Première année, l'année passée, il n'est pas encore junior. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas facile en plus d'avoir la pression d'une course qui porte son nom. Hein. Christophe Meunier qui est là également, qui était, alors faut le rappeler, Christophe, ça a été notre favori puisqu'on a parlé de toi quand tu écouteras l'émission. Tout le monde a pronostiqué Loïc et les autres, nous on a dit Christophe Meunier jusqu'au bout. Alors cette course, Christophe? Dur, tu sais moi Amine, je viens ici principalement pour participer et puis pour courir avec des coureurs de 4 ou 5 catégories supérieures à moi, donc c'est toujours intéressant et sympathique de pouvoir participer à des courses comme celle-ci. C'est déjà un bel exploit de terminer, d'avoir accroché, d'être resté dans ce peloton. Ouais, comme je te dis, je viens ici pour participer, j'ai aucun résultat en tête. C'est sûr qu'il faut mentalement, quand tu sautes au bout de 4-5 tours, t'accrocher encore, sachant qu'il reste 35 tours à faire, c'est compliqué. Alors de l'intérieur, Christophe, nous cette course on l'a vécu avec des échappées au début, on s'est dit à un moment donné il y a eu plus de 30 secondes d'échappée, on s'est dit ça va se terminer comme ça. Il y a eu énormément de regroupements, notamment au 17e, au 30e tour. À l'intérieur ça parlait au niveau du peloton. Tu sais, ça passe tellement vite à côté de nous que dans la petite bosse, nous on a l'impression d'être à fond et puis eux ils partent de contre-acné. J'ai plutôt vu beaucoup groupés à chaque fois. Une conclusion sur cette course, Christophe, quand même? Content d'avoir terminé. Merci beaucoup, Christophe. Bon, on se retrouvera quand même sur Lundi Sport pour parler de vélo et de rugby aussi la saison prochaine. Après le rugby, ça peut être compliqué parce que ça fait beaucoup au match en ce moment, mais le vélo, on peut un petit peu avec Eddy. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Bon, course qui a tenu ses promesses. Hein, vraiment, on a vibré. On a... pour assurer ce direct pour cette toute première donc et puis Georges Belair important symboliquement parce que on renoue avec des organisations cyclistes dans le secteur et ça c'est très important, le cyclisme pour notre cher département et pour notre cher territoire sénonnais. Derrière on a fait celui aussi en direct sur Facebook et c'était surtout pour les images, tout se passait surtout sur 90.1 FM et vous aurez un replay sur voilà. notre site internet. Alors c'était le jeu du duo, il fallait voir les images sur Lundi Sport et écouter Radio Soliac sur la bande FM pour suivre les deux. Dans quelques instants le podium avec les prix pour les différentes catégories. Amine, nous il est temps de se dire au revoir. Écoute, on a passé une très très bonne soirée, une expérience à renouveler. Il n'y a pas eu d'élus pour nous embêter ce soir au vu du rapprochement des élections dimanche. Nous on se retrouve lundi
en direct à 19h sur Radio Soliac. On va reparler de cette course et puis de tout ce qui se passe dans le sport sénonais. En direct d'Exini. Bonne soirée à toutes et à tous dans le Sénonais avec Service Cognac. C'est la reprise de nos programmes habituels. Et puis derrière, les élections quand même. Oui, dimanche 20h, votre soirée spéciale élection avec les résultats qui tomberont en temps réel pour les villes et villages du nord du département. Plus local que jamais, on peut vous dire au revoir avec Force et Vigueur. Au revoir, bonsoir.